Bonjour. Cela fait quelque temps que nous sommes maintenant en pleine guerre de l'Ukraine, et j'ai remarqué que dans les médias on ne parle que du drame ukrainien, et jamais du drame russe. Attention, je ne veux pas dire que je ne reconnais pas la violence des actes qui sont commis par la Russie en Ukraine. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un très grand manque d'objectivité des médias, qui s'orientent tous dans la vision que l'OTAN souhaite leur imprimer, et ne montrent jamais en fait que de l'autre côté, en Russie, il y a des personnes qui croient profondément en ce que dit Poutine, et qui sont prêts à donner leur vie pour ça, qu'il y a des familles qui ne voient pas leurs enfants revenir du front, qu'il y a des personnes qui sont convaincus de cela, qui partent au combat et qui se battent pour une patrie sans se rendre compte de l'endoctrinement qu'il y a derrière. Et ça, c'est un réel drame qui se passe et dont on ne fait pas assez mention. Наташ, все хорошо, Наташ, слышите? Все, говори, мама, говори, говори. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire que si les médias européens sont tous en train de faire une sorte de coalition pour montrer qu'il y a un drame seulement ukrainien, eh bien alors ça veut dire que nous aussi, en fait, nous sommes pris dans un jeu de propagande constant. Et qu'alors que l'on critique la politique de Poutine en permanence sur la propagande qu'il exécute sur son peuple, eh bien il faudrait aussi réfléchir un petit peu à ce que nous, en tant qu'Européens, nous subissons en permanence de la part des gouvernements, de la part des médias, qui revendiquent une seule et même image. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais essayer de montrer, juste par objectivité, pas parce que je prends parti, ce qu'il se passe en Russie. Pourquoi est-ce que c'est un drame pour les Russes aussi? Et pourquoi est-ce que si, à un niveau plus grand, c'est un drame pour les Européens, pour les personnes qui participent à l'OTAN? Donc pourquoi est-ce que c'est un drame russe? Pourquoi est-ce que nous pouvons parler d'un drame russe? Eh bien c'est parce que il y a un peuple qui est en train de souffrir aussi en Russie. Il y a un peuple qu'on ne mentionne pas. Il y a un peuple qui depuis maintenant, je ne sais pas combien d'années, est soumis à une propagande intense. Et j'ai essayé de relever plusieurs points pour éclaircir cela. Donc je me disais tout d'abord que c'était une guerre idéologique. Et afin de pouvoir montrer cela, j'ai surtout écouté ce que disait Galia Ackerman. Galia Ackerman qui est une spécialiste en tout cas de ce qui se passe en Russie. C'est une journaliste, une historienne qui s'est beaucoup intéressée à ça et qui depuis le début de la guerre en Russie apparu dans de nombreux médias pour expliquer de façon très concise et simple ce qui se passait là-bas. Tout d'abord, il y a le mythe de la troisième Rome. Alors qu'est-ce que c'est que le mythe de la troisième Rome? C'est l'idée selon laquelle, après la chute de Rome, de l'Empire de Rome, ensuite la chute de Constantinople, qui était considérée comme la seconde Rome, eh bien il ne resterait plus qu'une troisième puissance, une troisième Rome qui serait en fait la Russie orthodoxe, et qui aurait ce devoir de protéger à la fois la religion orthodoxe, mais aussi d'avoir un rayonnement supérieur, et donc pourquoi pas d'étendre son influence. Et ça a beau être un contexte idéologique, c'est ancré dans la culture russe. Et donc l'un des exemples les plus frappants, c'est celui du patriarche Kirill. Et excusez-moi si je le prononce mal, l'important, c'est la citation qu'a relevé Le Monde dans leur journal du mercredi 6 avril 2022. Parce qu'à ce moment-là, il dit « Notre peuple doit se réveiller et comprendre qu'un moment particulier est venu, dont dépendra le destin historique de notre peuple. » Donc il faut bien s'imaginer que le patriarche Kirill, il est de la même importance que peut-être le pape François, pour nous. Donc c'est une autorité qui fait référence. Et ici, il est en train d'appeler les personnes à faire la guerre. Et les personnes de la Russie peuvent très bien le croire, parce que c'est une autorité forte. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que derrière cette utilisation de la religion à un but politique, il y a aussi la réitération d'un mythe stalinien. Parce que ça, je pense que vous avez dû le remarquer, il y a des termes assez choquants qui sont utilisés par Poutine, tels que celui de nazi, comme quoi il faudrait dénazéifier l'Ukraine. Eh bien, cela ne vient pas d'une invention de Poutine, c'est déjà utilisé par Staline, de ce que j'ai pu comprendre, et de ce que explique Ackerman dans Le 1 Hebdo, qui est un magazine. Puisque déjà sous Staline, toutes les personnes qui étaient vues comme contraires au communisme, ou qui étaient fascistes, étaient par extension considérés comme nazis. Donc il y avait cette escalade des mots, de la tension, qui est en fait réutilisée par Poutine. Dénazification Ukraine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine justifie son opération militaire en disant vouloir dénazifier le pays. Donc en d'autres termes, la population, elle est à la fois par la religion et par Poutine influencée, maîtrisée, et ça c'est un premier drame. Ensuite c'est un drame qui est audiovisuel, puisque ça, nous l'avons tous vu passer, Poutine a interdit
le fait que les médias puissent dire que c'est une guerre. Il veut plutôt parler d'opération militaire spéciale. Et cela est condamné jusqu'à 15 ans de prison. Donc tout média qui essaie de contrevenir à cela, hop, exit tout de suite, et les personnes sont foutues en prison. Donc au-delà du régime et au-delà de la religion, il y a aussi les médias, sans s'en douter, qui jouent un rôle totalement massif dans cette propagande. Et bien sûr, lorsque c'est répété à longueur de journée et que vous n'avez accès qu'à certains médias, vous finissez potentiellement par les croire. Un exemple aussi frappant au niveau visuel, c'est celui du détournement qu'a fait la Russie du massacre qu'il y a eu à Bouncha, si je le prononce bien. Now, if you look carefully at what you see in Bucha about the corpses that lie on the streets, that were never existing before the Russian troops arrived, before they left, and suddenly they appear on the streets. Some of them are showing the signs of life. You cannot escape from an understanding that is a stage. That is a stage, that is a fake, that this is a provocation. From the very beginning, it has been clear that this is nothing else but yet another staged provocation aimed at discrediting and dehumanizing of the Russian military and leveling political pressure on Donc Russia. c'est bien à nouveau un drame qui se passe en Russie. Après un drame plus culturel, politique, nous sommes dans un drame qui est plutôt informatif. Donc ici j'étais dans un point de vue macro-structurel, c'est-à-dire un point de vue dominant et surplombant. Mais si nous regardons d'un point de vue micro-structurel, nous pouvons voir aussi le drame qui se joue en chacun des habitants de Russie. Puisque, et là je me fonde sur un article aussi qui est paru dans À l'encontre, Ukrainienne reportage, puisque à ce moment-là, bien sûr, ils reprennent des exemples qui ont été utilisés dans la propagande ukrainienne pour la guerre, mais ils sont tout de même probants parce que apparemment il y en aurait quand même un certain nombre. Donc c'est l'idée selon laquelle des soldats russes seraient dégoûtés d'aller à la guerre. Ou plutôt, lorsqu'ils sont sur les terres de combat, ils se rendent compte qu'en fait il n'y a pas de nazis, qu'ils se battent tout en voyant la détestation qu'il y a des Ukrainiens des Russes, donc ils sont totalement perdus. Certains ne savaient même pas qu'ils étaient en opération militaire spéciale et pensaient être à l'entraînement. Donc je voulais déjà montrer qu'il y avait, au-delà de tout ce qu'on nous dit sur le drame ukrainien, que je ne refuse toujours pas, je le rappelle, qu'il y a un drame russe profond qu'il ne faut pas oublier et que par objectivité nous devons souligner. Et ce drame non mentionné, ce drame russe, est oublié en France comme dans les pays européens, il me semble, parce que, eh bien les médias, ce qu'ils montrent à l'écran, c'est des espèces de masses, sans montrer qu'il y a des morts, qu'il y a des familles qui pleurent, qu'il y a des larmes qui coulent. Les soldats russes intensifient leurs attaques contre les civils en Ukraine. À Irpin, dans la banlieue de Kiev, des Ukrainiens tentent d'atteindre à pied sous un barrage d'artillerie les bus qui vont les évacuer vers la capitale. Par les forces russes et leurs alliés, et ce Vinnytsia a été complètement détruit par des frappes russes. Les forces russes se préparaient à attaquer la cité portuaire stratégique d'Odesse dans un affrontement direct avec la Russie. Au 11e jour de l'invasion russe, plus d'1,5 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine selon l'ONU. Mais de plus, on l'a vu au départ de la guerre, lorsqu'on voyait les grands mouvements de manifestation pour la protection ou pour le soutien à l'Ukraine, on ne voyait pas de l'autre côté peut-être des manifestations pro-Poutine, des personnes pro-Poutine qui pouvaient parler, pouvaient s'exprimer pour qu'on puisse avoir de l'autre côté du globe des informations pour comprendre ce qui motive aussi les Russes à aller en guerre. C'est tout de même extrêmement important ça. Et bien sûr, si je dis cela, c'est pour contrecarrer l'image comme quoi Poutine serait le seul à faire de la propagande, que ce serait le seul scélérat à vouloir convaincre son peuple par tous les moyens possibles. Alors qu'en fait, en Europe, ça se passe exactement de la même façon. Peut-être pas à la même échelle, d'accord, nous sommes bien d'accord, il n'y a pas des morts, il n'y a pas d'incarcération comme on peut le voir en Russie, mais pour autant, ce n'est pas parce que c'est plus faible que ça n'existe pas. Et pour essayer de comprendre cela, je me suis référencé au journal qui s'appelle Le Courrier de l'Atlas, qui en avril, donc ce mois-ci, a publié Ukraine, guerre et propagande, qui montrait très bien comment est-ce que, aussi bien en Occident qu'en Orient, donc pays asiatique mais aussi Russie, il y avait cette volonté de propagande. Tout d'abord, regardons la censure, puisque bien que la Russie ait interdit d'innombrables journaux, la fermeture des sites web de la BBC, de Medusa, de Voice of America, de Radio Liberty, qui déjà a été déclaré agent de l'étranger par l'État russe,
Et puis la BBC a été placée sur une liste, j'ai vu ça pour la première fois aujourd'hui, de médias qui appellent à l'extrémisme, au désordre de masse. Eh bien, du côté de la France, ça a été exactement le cas. Puisque, sous couvert de dire que ces médias faisaient des mensonges, ou disaient des mensonges, nous avons refusé les chaînes russes telles que Sputnik ou Russia Today. Bien sûr, elles sont orientées pro-gouvernement, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que nous aussi, occidentaux, nous sommes capables de refuser la liberté d'expression, et que nous sommes capables, en cas de guerre, de faire pareil que les Russes. Oui, il n'y a pas eu autant de médias censurés, mais c'est aussi parce qu'il n'y en avait pas 36 000 qui parlaient de ce qu'il y avait en Russie. Et pour autant, pour le peu qu'ils soient, on les a interdits, on les a censurés. Ensuite, si nous regardons la propagande historique, elle marche très bien des deux côtés. Donc j'ai pu critiquer et tacler la Russie sur sa propagande, mais en France, en fait, c'est la même chose. À l'école, nous apprenons sans cesse la victoire des Alliés. Nous regardons la Première Guerre mondiale avec un œil totalement positif, en regardant seulement de notre côté. Pareil pour la Seconde Guerre mondiale, pareil pour la guerre froide. Mais en fait, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des schémas mentaux, ceux qu'il y a les bons et les méchants. Le fait que, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, il y ait ce rideau, la guerre froide, il y ait ce rideau de fer, mais qu'aussi durant la Seconde Guerre mondiale, il y ait collaborateurs face aux résistants. Donc avec ce schéma mental moderne, nous associons très facilement, puisque c'est déjà le cas historiquement, les Américains aux gentils, et puis la Russie aux mauvais. Donc dire simplement que les Russes sont à l'origine d'une propagande et que celle-ci est abjecte, ce serait un petit peu mentir quand même sur ce que dans nos pays occidentaux il se passe en permanence. Et enfin, le dernier point que je voulais souligner par rapport à la propagande qui existe également en Europe, une propagande qui est aussi un drame européen par rapport à toutes les revendications, les belles revendications que nous avons des droits de l'homme, de la liberté d'expression, eh bien c'est celle que souligne Pascal Boniface, qui est toujours bien sûr interrogé dans le courrier de l'Atlas concernant la vérité. Bon, ce qu'il dit tout d'abord, c'est que la première victime en temps de guerre, c'est la vérité. Et en ce sens, il a raison, puisque en temps de guerre, on le voit bien, tout le monde est manipulé. Mais il va au-delà en expliquant que c'est bien la situation de Poutine à l'heure actuelle qui entraîne le fait que la propagande soit si intense. C'est parce que c'est tellement difficile de défendre sa cause qu'il utilise une propagande massive. Mais donc, ça signifie que si ça avait été l'inverse, si la France, si les États-Unis avaient été obligés de mentir à propos de leur intervention, alors, eh bien, nous aurions été les méchants de l'histoire, nous aurions été à la place de Poutine. Et de surcroît, et c'est ce qui m'a le plus interloqué dans le propos que disait Pascal Boniface, c'est que ce qu'il se passe avec les réfugiés ukrainiens, cela contrevient totalement aux droits de l'homme. Le tri sélectif selon la couleur de peau est inacceptable. Il est sûr que l'on a mieux accueilli les réfugiés ukrainiens que les Syriens ou Afghans. Ce sont des entorses aux droits humanitaires et aux principes fondamentaux de la protection des droits des hommes. À titre personnel, je suis assez fatigué d'entendre dire que des bombardements sur des populations civiles sont inadmissibles à 3 heures de Paris. Ça me paraît aussi injuste que si c'est à 5 heures ou 10 heures. On ne peut pas défendre des principes universels et les appliquer de façon sélective. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai été totalement dépité. C'est la vérité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sélection entre les migrants. Et parce qu'il y a des enjeux géopolitiques plus grands, alors on décide d'aider ces migrants plutôt que d'autres. C'est-à-dire que, sous prétexte que la guerre est plus proche, alors nous sommes capables de laisser crever dans la Méditerranée des migrants. Nous sommes capables de ne pas avoir cette pitié envers des individus qui sont capables de se mettre sur des embarcations alors qu'ils ne savent pas nager. Ils ne savent pas nager. Donc aussi bien en Russie qu'en Europe ou dans l'OTAN, il y a de la censure. Il y a de la propagande historique. Il y a un bafouement des droits de l'homme. Nous sommes donc tous victimes de nos propres régimes. Le drame est international. Tout cela dans un but unique de conviction, de regroupement autour de certaines valeurs. Bien sûr, je le souligne à nouveau, je ne minimise absolument pas le drame intense, horrible, inhumain que sont en train de vivre les Ukrainiens. Mais pour autant, par souci d'objectivité, j'avais envie, avec les moyens du bord, avec des articles, avec ce que j'avais sous la main, d'essayer de montrer un peu plus ce que c'est que un regard objectif sur ce qui se passe vraiment dans cette guerre, les jeux qui sont en cours, et le fait qu'il y a un drame aussi en Russie, qu'il y a des pertes, des vies, des familles qui sont en train de pleurer leur mort, et qu'en Europe, bien entendu, nous avons beau nous targuer de la plus belle démocratie que nous avons, nous sommes capables des mêmes méfaits en temps de guerre. Et bien sûr, on pourrait me demander si c'est emblémable que ça, parce que, dans le fond, il faut bien qu'il y ait une unité, une idéologie qui en combatte une autre, qui combatte une autre armée. Et bien sûr, je n'ai pas de réponse à apporter à cela, je n'ai pas cette connaissance, je ne suis pas du tout un expert là-dedans. Et je le répète, l'objet
de mon travail, l'objet de ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui, ce n'est pas ça. Par contre, ce que je pense être plus certain, c'est que en considérant les citoyens comme étant des sujets, eh bien on finit par les faire advenir en tant que sujets. Ce que je veux dire, c'est que si l'on refuse qu'il y ait toute forme d'expression contraire à celle du gouvernement, eh bien au bout d'un moment, on va croire que si on a une pensée opposée à celle du gouvernement, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une dérive. Et donc les personnes en France qui peuvent se revendiquer comme pro-Poutine, quand bien même peut-être que je ne partage pas leurs idées, eh bien ont le droit à l'expression, ont le droit de s'exprimer, ont le droit d'aller dans les médias et de dire leur opinion. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Et je sais très bien qu'elle pourra faire des remous, parce que les événements sont actuels, que tout le monde a plus ou moins un avis dessus, et que bien sûr, aussi bien du côté ukrainien, du côté de l'Europe, du côté de la Russie, des personnes ont perdu des membres de leur famille. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'avais envie d'apporter de l'objectivité dans le débat. Attention, je ne dis pas que je n'ai pas été orienté dans ma façon de penser, et c'est bien pour ça que si jamais vous trouvez que je n'ai pas été assez objectif, que je me suis fait avoir moi aussi par une forme de propagande, eh bien, écrivez-le dans les commentaires pour que comme ça, cette vidéo soit d'autant plus objective qu'il y ait d'avis. Et l'autre grand point, c'est l'idée de vous encourager, même si vous pouvez avoir peur, même si c'est contre l'État, de dire ce que vous pensez. Alors je sais très bien que je ne suis pas en Russie, et qu'en Russie je ferai bien moi le malin, puisque la censure est extrême, et que j'ai la chance d'être en France et de pouvoir dire les choses un peu plus ouvertement, eh bien ce n'est pas grave. J'ai envie tout de même de dire les choses, et de dire que si vous avez peur de dire les choses parce que vous avez peur de l'opinion globale, eh bien faites-le quand même. Parce que si on est en démocratie, c'est bien parce que nous avons le droit à la parole tous en tant que nous sommes, que nous avons le droit à la liberté d'expression. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée, et surtout, n'oublions pas, pense et agis.